Moi, j'ai pris ma retraite d'assistante sociale en 2008. J'étais à la sécurité sociale et il m'est arrivé d'avoir dans mon bureau des doctorants qui étaient dans cette situation, qui venaient parce qu'ils n'étaient plus en situation de concubinage ou de PAX et se retrouvaient sans assurance maladie, oui, oui. sans sécurité sociale. C'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, parce que hallucinant. la précarité, c'est horrible pour les étudiants aussi, d'ailleurs, ça arrive, aussi, bien sûr, mais oui. les enseignants. Oui, parce que le système est ainsi fait que, en théorie, vous avez votre sécurité sociale étudiante jusqu'à 28 ans, et au-delà, non. Et c'est-à-dire que quand vous êtes au-delà, parce que soit vous êtes docteur, soit vous êtes en train de finir votre doctorat, c'est-à-dire que quand on est docteur, en France, c'est pas un titre, c'est rien. À part en médecine, on a le droit de le porter, mais c'est rien. Il faut trouver du boulot. Si vous n'avez pas de poste, en général, la première année, ça se passe bien, on est flamboyant, et hop, 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 hop. Je vous fais grâce des étapes, parce qu'il y a plein d'autres étapes. Le doctorat suffit pas, il faut être qualifié devant une commission. Moi, je serais français. Enfin, bon. Et voilà, si on n'a rien, on n'a rien. C'est-à-dire, ça veut dire aussi pas de... c'est tout con, mais pas de congé payé. C'est-à-dire que si votre contrat s'arrête au mois de juin, c'est-à-dire vous débrouillez juin, juillet, août, et ou septembre, l'université reprend ensuite, vous vous débrouillez. C'est le problème de personne. Et il n'est pas dit que vous soyez repris après. Parce que c'est ça aussi, cette forme de précarité. C'est un présent qui n'en finit pas de se vivre au présent. C'est-à-dire vous ne pouvez pas... imaginez ce que vous allez faire après, vous pouvez pas vous investir dans autre chose, c'est en permanence ça. Et là où c'est destructeur, non pas seulement de la vie, mais c'est abominable ce que ça fait. Moi je décris, imaginez ce que moi c'est la partie la plus douloureuse à écrire de ce livre, parce que je l'ai vécu d'une part, et puis parce que c'est difficile de coucher sur le papier des choses en n'ayant pas l'air de larmoyant, en essayant de les expliquer. C'est du suicide, c'est des formes imaginez ce que ça veut dire d'être coincé avec quelqu'un parce que vous pouvez pas déménager, ou parce que... Enfin, c'est ça que ça veut dire, c'est pas... Et en revanche, il faut surtout que les étudiants n'en sachent jamais rien. Et les parents des étudiants, et parfois même les collègues. C'est-à-dire, le jeu, il est là. Moi, j'étais très surpris. Je pense que c'est une des expériences professionnelles les plus qu'on a partagé plein de fois, mais juste pour vous... Je pense que le moment le plus terrible de ma carrière, c'est ça, de ma carrière d'universitaire précaire, c'était ça. C'était à la fin d'un semestre. Ah oui, parce que quand on est précaire, on est payé que à la fin du semestre. C'est-à-dire, il faut faire toutes ces heures pendant 3-4 mois, et on est payé une fois à la fin la totalité. Si l'université n'a pas trouvé à redire sur le contrat au départ, c'est trop tard, les heures sont faites. Alors maintenant, les précaires s'organisent un peu et disent tant que je suis pas payé, je donne pas les notes. Tout le monde est embêté, les étudiants comprennent rien, mais bon. Oui, donc le plus difficile, c'est peut-être ça, c'est de rien dire aux étudiants, de faire son cours et de demander à la fin. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez faire après? Là, je vous reverrai plus. Vous voulez faire quoi? Ah là, moi j'adorerais faire comme vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme vous? Et où vous pouvez pas vous empêcher? Mais ça va pas bien. Enfin, non, surtout pas. Et en même temps. Surtout pas, bien sûr que si. Si j'enseigne un temps soit peu avec amour ce que je fais, il va de soi que c'est gratifiant d'avoir un étudiant qui dit ah moi j'adorerais faire ça. Putain, l'histoire c'est exactement ça. Ça j'ai trouvé mon truc. Mais non, faites pas ça. C'est douloureux. Et je dis ça parce que c'est à la fois une situation qui se vit au pur présent, donc vous pouvez pas construire de vie professionnelle, de vie matrimoniale, faire des enfants, ça veut dire quoi? De les embarquer là-dedans. Là, vous êtes à Nice, puis l'année prochaine, vous serez... D'avoir un logement, ne serait-ce que ça, 3 mois de fiche de paye, mais où est-ce que vous les trouvez? C'est tout con à dire, c'est des trucs tout bêtes. Et c'est douloureux. Mais il y a aussi on reste que des presque universitaires, c'est-à-dire on n'est jamais des universitaires. Mais en revanche, on est obligé d'avoir tout l'habitus. Si je viens là et que je vous dis ouais, l'université c'est nul, je suis précaire, et voilà, vous écoutez absolument pas ce que je dis. Un étudiant n'écoute absolument pas ce que je dis. Si je lui dis vous savez là, ça me sauve la vie de vous faire court parce que le reste du temps je suis au chômage, ou surtout vous priez pour pas qu'il vous croise au McDo ou machin. C'est ça que ça veut dire la précarité. C'est pas comme Thierry Mandon l'affirme je lui en veux, j'ai pas retrouvé sa citation, mais enfin, dans toute sa super. Oui, alors c'est périmé d'imaginer qu'on peut avoir un travail à vie, probablement, mais un travail qui vous permet de construire, je sais pas, dans 6 mois, qu'est-ce que je fais, et pas que dans 6 mois, c'est-à-dire dans 6 mois, oui, et les 6 mois d'après, et donc dans 10 ans, je serai où? Parce qu'il n'y a pas de retraite non plus. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécu, il y a rien, hein, c'est nada. C'est-à-dire, on est dans la sortie du salariat qu'on nous annonce tout le temps. Elle est déjà archi consommée. Ça, c'est les invisibles de l'université. Ils sont archi nombreux. Et le statut d'auto-entrepreneur qui est arrivé comme du pain béni. C'est-à-dire, les universités s'en lavent les mains, n'ont même plus à larmoyer sur le statut de leurs enseignants qui n'ont rien et qui, oh là là, un jour, on va les voir sur le trottoir. Machin. Non, il y a l'auto-entrepreneuriat maintenant. Vous embêtez pas, vous avez un statut d'auto-entrepreneur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est plus dans le salariat non plus. L'auto-entrepreneuriat, c'est vous n'avez pas de sécu, vous n'avez pas de retraite, vous payez pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a la sécu, pardon. Il n'y a pas la retraite, il faut... Voilà, il faut... En payant, en payant. D'accord, mais vous voyez ce que je veux dire sur le mode du salariat. Pour le coup, moi je plaide pas pour que tout le monde soit fonctionnaire, pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, je vous donne la parole ensuite. Mais imaginez ce que ça veut dire là pour les universitaires. C'est le plus détestable à décrire. Mais c'est pas tant ça le problème. C'est ce que ça fait à l'université en général. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire à la qualité du cours fait, à la correction des copies. Je veux dire, vous vous doutez bien qu'il va pas passer 3 heures sur une copie. Enfin, et comment on peut même lui demander de faire ça? Eh ben oui, ben on le fait quand même. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que ça fait comme qualité de la recherche publique que de savoir que, ben, non pas on change tous les 3 ans, mais oh là là, mais j'ai pas de boulot, donc j'étais obligé de me greffer à une recherche sur Alzheimer, je reprends, ou n'importe quoi d'autre, dont les débouchés doivent être, encore une fois, économiques. Hein. Il doit y avoir des débouchés professionnels à la suite. Bon. Terrible d'ailleurs, parce que je fais de digression en digression, mais j'en étudie une, moi, qui me semble exemplaire, une ANR dans le débouché, il est cosmétique. C'est-à-dire on embarque des gens pour produire des nouvelles familles de molécules. Et le débouché, c'est quoi? On a mobilisé 4 équipes de chercheurs dans 4 universités. On a les plus brillants, les machins, pour faire des molécules nouvelle génération pour des produits cosmétiques. Je suis pas certain que l'université y ait gagné beaucoup. Alors déjà, c'était 900 000 euros pour 3 ans, mais je suis pas sûr qu'on y gagne quelque chose. Bon, en revanche, quand ça embarque des précaires, 1 an, puis 1 an, puis 1 an, qu'ils acceptent de rentrer dans des jeux qui sont... D'abord, il faut être bien vu du patron de l'ANR, tout le mandarinat contre lequel vous êtes peut-être battu dans les années 60, mais on l'a vu revenir, mais dans des proportions. Le porteur de l'ANR qui a ses 300 000 euros ou 900 000 euros et qui ouvre les salaires, qui ouvre les postes de post-doctorant pour 1 an, a tout pouvoir. Et il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. C'est-à-dire les postes ne passent devant aucune commission. Évidemment, pensez à ça, ce que ça veut dire. D'abord, on est obligé d'accepter, les chercheurs qui arrivent dans cette situation sont obligés d'accepter des recherches que parfois ils ont détruites dans leur propre recherche parce qu'ils les trouvaient mauvaises ou dépassées ou tout ce que vous voulez. Donc on met un mouchoir dessus, puis on va faire ça pendant 1 an. Ensuite, ils passent 1 mois à s'adapter à une équipe. Les 2-3 derniers mois, en étant correct, à chercher le poste d'après. Ils s'investissent jamais. Ils voient jamais la fin des recherches pour lesquelles ils ont été embauchés. C'est-à-dire, c'est ça aussi le parcours. Et à la fin, on leur dit, oui, votre parcours est pas très cohérent. Votre parcours de chercheur, c'est pas très cohérent. Ça part dans tous les sens. Vous avez été dans telle recherche-là, dans telle recherche-là. On comprend rien à ce que vous faites dans la recherche. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment chercheur? Voilà ce que ça produit. Et la destruction de l'université, c'est aussi ça. Les savoirs mis en circulation procèdent de gens qui... l'essentiel de leur temps, là je reprends mon exemple du patron d'une recherche qui est doté de 900 000 euros, mettons, il va passer, alors déjà il va passer au moins 3 ou 4 fois, 3 ou 4 années à la demander avant de l'obtenir. Il n'y en a que 10% qui l'obtiennent. C'est-à-dire tout le reste, on fait tout le boulot pour rien et font pas de recherche pendant ce temps-là. Mais en revanche, ils sont devenus des entrepreneurs de la recherche. Exactement ce que l'OCDE demandait, c'est-à-dire des entrepreneurs de recherche et non pas des chercheurs. Ils passent plus de temps à chercher des subsides pour financer la recherche qu'à faire de la recherche. Mais pour les précaires, c'est ça. J'accepte de rentrer dans des systèmes auxquels on ne comprend plus rien. Je fais 1 an ici, 1 an là. Tiens, vous ferez bien une petite période de chômage là, parce que vous n'avez pas encore publié l'article qui doit... pas de problème, 6 mois, et puis je vais publier. Et puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que ça devient? On n'en sait rien. Mais il y a ça, et ce que ça fait à l'université, ce qui me semble dramatique, qu'on ne voit pas... Parce qu'il ne s'agit pas simplement de larmoyer sur les précaires. Je trouve ça détestable, ce que je vous décris. Mais c'est chacun des universitaires français est comptable de ça, ce que ça fait à son métier, que de se dire qu'une partie de ses collègues sont d'une part dans des situations de misère pas possible, mais aussi sont dans une situation où ils sont plus dans le métier. C'est-à-dire non pas simplement parce qu'ils vont rester précaires 10 ou 20 ou 30 ans, jusqu'à ce qu'ils en aient marre, en gros, mais surtout parce que on part du principe que le mode de fonctionnement de l'université est celui-ci. C'est-à-dire on garde le recrutement sur concours, quand ça se passe bien, quand le président fait pas son veto, machin, pour les universitaires qui seront fonctionnaires, et pour l'immense majorité des autres, c'est-à-dire entre le double, aux alentours du double de ce qu'il y a comme statutaire, je compte des vacataires qui sont moins, on accepte qu'il n'y a plus de règles. Qu'il n'y a plus de règles de fonctionnement du monde universitaire, qu'il n'y a plus de règles de recrutement. Qu'est-ce que ça fait, vous imaginez? Passer 2 secondes dans les couloirs d'une université ou même sur Internet, le moment, parce que c'est comme la mode, il y a printemps, automne, hiver, machin, le moment des recrutements officiels, même si ça a changé, le calendrier a changé, aux alentours de mai-juin, c'est les phases de recrutement officiel qui ont beaucoup diminué, les postes ont diminué, donc pour devenir fonctionnaire, enseignant, chercheur.
C'est abominable le discours de haine et d'incompréhension qui existe autour de ça de la part des universitaires précaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité la plus élémentaire d'accepter et même de comprendre que la règle du fonctionnement universitaire puisse encore exister quelque part. Bah attends, ça fait 10 ans que je suis là, vacataire, j'ai fait des cours là, le prof machin, je lui ai torché ses copies. Oui, j'ai même accepté de faire un article et que ce soit lui qui le signe pour pouvoir mettre dans mon CV. Et arrivé là, ils prennent un gamin qui a juste sa thèse, qui n'a pas écrit le moins d'articles, qui n'a jamais été dans un labo. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste, il y a une perte de ce que ça pourrait être que l'existence d'une souveraineté du métier sur lui-même. Voilà ce qui a disparu. Et voilà ce qui, pour les précaires, me paraît l'univers des précaires me paraît le plus grave, c'est qu'on peut même pas dire mais ça fonctionne sur le mode d'une règle. Vous inquiétez pas, elle existe quelque part. Mais elle n'existe plus nulle part. C'est-à-dire, elle existe pour une petite minorité qui y croit encore et qui garde ça comme principe. Et je le dis dans le bouquin, je me suis fait taper sur les doigts, mais là où on ne comprend pas et où on ne peut pas comprendre, c'est que l'essentiel des précaires, si on veut bien comprendre où ça nous emmène, l'essentiel des précaires, ce ne sont pas des gens qui sont en phase d'attente d'un poste qui finiront par rentrer. Ça vaut pour une petite minorité. C'est des gens qui vont rester là où ils sont, jusqu'à ce qu'ils passent la main ou qu'ils passent l'arme à gauche et qui seront remplacés par des plus jeunes parce qu'ils y croient plus et machin. C'est un mode d'organisation structurelle de ce que sont les choses universitaires aujourd'hui. Et en réalité, c'est pas... faut pas que je la loupe, dans le bouquin, elle n'est pas oubliée. C'est pas que les précaires ne sont pas encore devenus des statutaires qui est grave. Ce qui est pensé aujourd'hui, c'est que les statutaires ne sont pas encore des précaires. Voilà comment c'est pensé. Le mode de la précarité, parce que dans le ministère, au ministère par exemple, mais aussi dans beaucoup d'universités, on l'appelle flexibilité, c'est un mode idéal de fonctionnement. C'est ce que disait Mandon, mais beaucoup de rapports et beaucoup de textes disent ça. Le rapport de l'Astranès dit ça. Ce n'est pas une précarité. De changer d'emploi tous les ans, c'est plutôt un idéal. Un chercheur, sinon, il s'encroute. Là, ils ont la possibilité de créer des synergies entre des disciplines, de pouvoir construire des choses. Oui, mais attendez, non, en fait, c'est pas un an qui est renouvelé et puis machin. C'est un an qui est peut-être renouvelé, peut-être pas, qui sera peut-être suivi de 2 ans pas renouvelé, qui sera peut-être suivi de 6 mois pas renouvelé, qui sera peut-être assujetti au fait que j'ai accepté d'organiser un colloque international pour me faire bien voir pour mon renouvellement. C'est loin d'être un idéal du chercheur entrepreneur de la recherche. Or, c'est comme ça que c'est construit. Les précaires, aujourd'hui, texto, c'est pas une mauvaise chose. En France, oh là là, vous voudriez que tout le monde soit fonctionnaire. Et non, c'est pas le cas. Mais là, on en est loin. C'est pas que, vraiment, c'est pas que les précaires sont une espèce de truc qu'on pourrait regarder comme « mais vous inquiétez pas, un jour ça va s'améliorer ». Non, c'est devenu le centre. C'est devenu la clé de ce que l'université va proposer et propose déjà. C'est-à-dire... les statutaires, parce que c'est des rigidités salariales dont il faudra se débarrasser, encore une fois, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, à terme, c'est pensé comme des choses qui doivent disparaître. Et c'est pas les précaires, oh là, les pauvres petits, mais ça s'arrangera. Non, c'est pas prévu pour s'arranger. C'est pour ça que je disais la destruction, c'est pas un processus qui est en cours, hein. C'est quelque chose qui, en 10 ans, c'est fait. Maintenant, on peut faire du replâtrage, faire semblant qu'on va ouvrir des postes. Les fameux 1000 postes ouverts par an. Oui, non mais d'accord, vous ouvrez 1000 postes par an. Ça veut dire vous en supprimez 1400. Enfin, c'est-à-dire, en gros, il y a 1400 départs à la retraite, vous ouvrez 1000 postes. Très bien. À terme, ça veut dire en 4 ans, j'ai mis les chiffres dans le bouquin, mais en 4 ans, le nombre d'universitaires statutaires a diminué de 26%. Alors moi, on peut me dire, 26%, c'est pas beaucoup, vous vous rendez... Non, 26% des statutaires. Donc ils sont devenus, rappelez-vous, il y avait 65 000 étudiants en plus, il faut bien mettre quelqu'un devant. Donc bon, qui sont devenus quoi alors? Ils sont devenus quoi? Ah bah les fameux vacataires, ah oui, mais bon, ceux-là, mais vous verrez, ça s'arrangera. Je pense que ça s'arrangera pas. Je pense pas. Je pense que là, sur le mode de fonctionnement, c'est posé comme une politique structurelle de destruction de l'université. Voilà. Oui, je voulais juste... bon, ça va dans votre sens. Vous n'avez pas du tout parlé, en fait, des précaires dans l'administration. Oui. Et là, ça fait des années que ça dure. Bon, moi, je suis du côté des universitaires, donc j'en parle et je suis pas précaire, donc voilà, j'entends bien ce que vous dites, mais il y a aussi, en fait, les universités qui tournent avec les piliers, les administratifs, les BIATS, et là aussi la précarité, mais ça fait des années que ça dure, et c'est peut-être près de la moitié. 50%, et peut-être qu'on arrive même... Alors je dis pas que c'est moins pire, ça n'a rien à voir, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble, exactement. Il y a tout ce système-là, et je crois que peut-être pour recontextualiser justement ce que vous disiez par rapport
aux précaires où c'est quelque chose qui est en place et c'est certainement pas des gens qui vont devenir titulaires. Je crois que c'est parce que ça s'inscrit globalement dans l'idée que les fonctionnaires, dans la fonction publique, hein, quelle qu'elle soit, bah oui, ça coûte cher, oui, c'est rigide, oui, c'est le fameux mammouth. Hein, tout à l'heure, vous faisiez référence à... Bon, et effectivement, ça s'inscrit globalement dans une politique. Bon, je crois quand même Lisbonne et Bologne, c'est important parce que c'est vraiment là, c'est là où s'ancrent les choses par rapport à l'université. Et quand vous parliez en plus d'économie de la connaissance, bon, bah, voilà, vous disiez aussi le terme, et cette sémantique-là, elle est pas anodine du tout, quoi. Vous l'avez souligné aussi, et je crois que, mais voilà, moi je pense que par rapport à l'université, c'est globalement en fait sur l'ensemble du personnel et les enseignants-chercheurs, les doctorants, etc., tous les chargés de cours. Mais je crois que c'est globalement... Hein, ah oui, c'est de la misère. Ouais. Et je pense, c'est anecdotique, mais c'est loin d'être anecdotique. Des présidents, des directeurs de laboratoire se plaignent, pas toujours sur le mode de l'humour, d'avoir à recruter des vacataires pour gérer les dossiers des vacataires. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc qui le fait enfin moi j'étais dans cette situation-là, d'avoir à remplir des... Parce que fut un temps, l'université acceptait encore de payer le chômage de ceux qui étaient restés je sais plus combien d'années, mais c'était des précaires. Non, maintenant c'est terminé, hein. Je vous parle là d'un monde, c'est fini, mais c'était des précaires qui étaient là pour 3 mois. Alors il fallait tomber bien au moment où elle était en activité et pas les 3 autres mois, mais c'est ça la réalité. Oui, la moitié, alors c'est toujours compliqué ça, la moitié, moi je pense oui, même au-delà de la moitié, mais c'est difficile parce que les chiffres c'est compliqué. Effectivement, peut-être depuis 5-6 ans, ça a vraiment, on est peut-être plus que, parce qu'effectivement entre les départs en retraite, etc., et non remplacement, oui, on est peut-être. Oui, je ne sais pas s'il y a des chiffres là-dessus. C'est intéressant. Il y a des chiffres, mais les chiffres sont tellement sous-estimés. Ou il y a les chiffres comment ça s'appelle, le rapport officiel tous les 2 ans, le rapport officiel sur les emplois de la fonction publique éducative ou quelque chose comme ça, où on arrive à tirer quelques bris, mais il n'y a aucun rapport qui dit voilà la proportion de temps. Voilà. Non, ce qu'on peut faire, hein, mais ça peut se faire qu'à l'échelle d'une université, et c'est là où ça devient compliqué. C'est regarder la masse salariale, regarder je veux dire en termes de budget, ce que ça représente, regarder à côté combien est distribué à des fonctionnaires, à des non-fonctionnaires, à des précaires, à des non-précaires, parce que c'est pareil. Moi, je suis toujours admiratif, et ça vaut pour les deux. L'inventivité de l'administration pour créer des cadres toujours neufs, des appellations toujours neuves qui camouflent ça, c'est hallucinant. Donc on arrive là-dessus, on sait plus ce que c'est, on sait pas, mais c'est très vrai. Et ça procède de moi, pour moi, c'est ça, cette destruction, elle est, on la voit pas. C'est-à-dire, on la voit pas parce que on regarde pas là où il faut, et elle est catastrophique. Alors je rebondis sur une autre chose qui me semble intéressante, c'est-à-dire l'économie de la connaissance. Officiellement, elle a vécu. Enfin, l'économie du savoir a vécu. Aujourd'hui, le rapport de l'Astranès, donc il doit date de un mois et demi, je sais plus. Enfin, on parle de société apprenante. Alors ça vient de Stiglitz, notre faux prix Nobel d'économie d'il y a quelques années. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est fait de telle sorte que l'économie du savoir, on l'a pris dans la tronche sans même comprendre ce que ça voulait dire. La société apprenante, c'est un peu plus présentable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a rien changé. Société apprenante, c'est simplification. Simplification. En règle générale, ça veut dire simplification des emplois, ça veut dire suppression des emplois de fonctionnaires et vous débrouillez à fonctionner comme vous voulez, et le déploiement du numérique. C'est-à-dire qu'en gros, vos 65 000 étudiants là, mais non seulement on n'a pas besoin de construire, je caricature, mais pourquoi pas après tout, non seulement on n'a pas besoin de construire une nouvelle université pour prendre 65 000 étudiants, mais surtout on a besoin de recruter personne. Vous faites du numérique et puis un prof peut décliner sur 65 000 étudiants, mais pas de problème. Et alors, on n'est pas dans le modèle de la for-profit university qui fait payer des étudiants pour avoir un cours. Évidemment, on n'en est pas là, mais c'est bien ce qui nous pend au nez. Sauf que MOOC, c'est pas du privé. Non. Sauf que les MOOC, pour pouvoir avoir le diplôme, les étudiants doivent payer. Voilà, donc de ce fait, même aux USA, ils sont en train d'en revenir. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas le présentiel et que de toute façon, alors les cours sont gratuits, sauf que pour pouvoir valider son cursus, il faut payer.
Alors, est-ce qu'on en est, nous, à réaliser que ça marche pas aux États-Unis et que donc il faut... Parce que là, dans le rapport de la Stranes, c'est vers ça qu'on va, numérisation, numérique. Complètement, oui, mais non, mais il faut regarder un peu, je ne sais plus si c'est dans le Diplôme ou justement, il y a eu un article là-dessus. Enfin, en fait, on en revient complètement, au bout du compte, les Américains en reviennent parce qu'au bout du compte, ils n'ont pas trop d'étudiants. Parce que d'abord, les étudiants suivent une fois, deux fois un cours, puis très vite... Bon, on est devant une vidéo, d'accord, mais on est tout seul. Et puis en plus, de toute façon, pour passer les diplômes, il faut payer. Donc, c'est ça. Payer, ça coûte, donc rien n'est gratuit en plus, en réalité. Non, et donc, mais c'est voilà. Donc, on a le choix entre la peste et le choléra, quoi. En fait, c'est-à-dire, soit on se dit il y a 65 000 étudiants et advienne que pourra. D'ailleurs, on n'en parle plus. 65 000 étudiants, il a bien fallu en faire quelque chose, que je sache. On nous en a parlé. Oh là là, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut les... Et oui. Probablement. Donc on s'est serré dans les salles, on s'est serré dans les amphis, on a dédoublé, on a fait... oui. Mais c'est pas de la politique d'organisation d'un monde universitaire, et encore moins de la politique pédagogique. Enfin, je veux dire, il suffit de rentrer dans une salle de classe où vous avez 80 étudiants pour 40 pour imaginer qu'est-ce que c'est que ce métier, enfin, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je vais leur passer, même si on nous dit, mais vous savez très bien, ils auront abandonné avant la fin de l'année, même avant la fin du semestre. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire capitaliser. On part du principe qu'on travaille pour une minorité qui est là, et puis les autres, on va pas recruter des gens pour eux, on va pas créer des espaces pour eux, on va même pas créer... Pourquoi mettre une table et une chaise dans ce cas-là? Pourquoi... Bon, et je pense qu'il y a... moi, j'en reviens au bout ce que j'ai presque pris comme point de départ. Je disais indifférence. Quand j'entends que l'une des clés de l'arrivée en fanfare de Mandon, parce qu'elle était faite pour ça, c'était de la com, point barre, il faut le voir arriver avec son petit dossier. Bon, que c'était maintenant il faut arriver devant la nation et puis parler de cette question, en faire une vraie question de société. Oui, soit, et alors? C'est-à-dire que précisément, faire une question de société, ça veut dire discuter de ça, pas dire il faut numériser, ou il faut imaginer que la précarité c'est l'avenir, ou imaginer c'est parler d'un problème de société. Je crois pas, c'est assez catastrophique. Sachant que j'en ai pas parlé, je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas parlé, mais le système universitaire français a ceci de presque, c'est exagéré, mais c'est un peu la double peine, c'est-à-dire qu'il a été balancé dans un monde extrêmement porté à la concurrence et à la compétition internationale, en étant sur son propre territoire national, lui-même extrêmement mal placé dans la compétition pédagogique. C'est-à-dire, il y a les grandes écoles, je parlais de Sciences Po tout à l'heure, mais il y a les grandes écoles, les stratégies d'évitement font que, d'ailleurs, on le voit dans les statistiques sociales de fréquentation des grandes écoles et des classes prépa, c'est-à-dire il reste, en gros, je caricature, mais les classes sociales les plus défavorisées, les bacs pro, souvent ça va avec, sont à l'université, la mixité sociale est à l'université, mixité raciale même est à l'université, les banlieues, quelques-uns vont à côté et ils capitalisent beaucoup là-dessus, mais c'est que quelques-uns. Et les grandes écoles ont le haut du gratin. Statistiquement, c'est le cas. Donc l'université part avec non seulement une compétition dans laquelle, en termes de subsides, c'est mal barré, mais en plus, les diplômes qu'elle... par exemple, mettons 95% des bacs pro qui s'inscrivent à l'université n'ont aucun diplôme. C'est-à-dire sortent sans aucun diplôme. Parce qu'ils ne sont pas préparés, parce qu'en plus, le premier diplôme, il ne faut pas oublier, à bac plus 3, quand même, c'est autre chose que le DUG, et encore, c'était pas rien. Vous vous doutez bien ce que ça veut dire que mettre en circulation sur un marché des diplômes, un diplôme qui est galvaudé par ça, c'est-à-dire à l'université, tout le monde y va, un diplôme universitaire, un titre universitaire, pardon, pas un diplôme, un titre universitaire, ça vaudra moins qu'un titre de grande école. Ce que disent déjà un certain nombre de patrons, c'est très instructif de lire, j'ai arrêté, mais je l'ai fait pour le bouquin, de lire les Échos, c'est-à-dire il y a quand même des patrons qui se disent, oui, mais nous aussi on est un peu responsable, parce que moi je vois, quand je recrute un cadre pour faire n'importe quoi, non pas pour faire n'importe quoi, pour faire quel que soit le poste, je le prends dans les grandes écoles. Parce que nous, on en vient, on sait, machin, et pas dans les universités. Même s'il est docteur, même s'il est machin, même s'il est surqualifié, oui, je vois bien, ça pose... oui, et alors? Et donc, ça veut dire que la compétition, dès le départ, est complètement biaisée. Mais ça veut dire, au-delà de ça, pensez rien que... Moi, ça m'exaspère, et je suis pas le seul. Je pense que les universitaires sont au moins en sciences humaines et sociales, mais ça viendra sur la santé, et puisqu'ils ont pas perdu espoir de créer des titres, des formations en médecine. Qu'est-ce que vaut un titre de diplômé de Sciences Po
ou qu'est-ce que vaut un titre, même mieux, d'enseignant à Sciences Po? Je fais pas des parallèles bizarres, mais ce matin, où on a eu un moment de grosse expertise avec des... il se trouve que j'écoutais France Inter, c'était que des gens de Sciences Po. Il faut pas perdre de vue qu'un titre d'enseignant à Sciences Po est devenu plus important, pas seulement sur le marché du travail économique, pas seulement sur le marché de l'édition. Ça, c'est vrai aussi. C'est plus facile de publier un bouquin en disant enseigne à Sciences Po qu'enseigne à Cergy ou machin. Mais aussi sur le marché des choses universitaires, c'est-à-dire que les universités préfèrent recruter quelqu'un qui est diplômé de Sciences Po à diplôme égal que quelqu'un qui ne l'est pas ou qui est diplômé de je ne sais quoi. Donc je dis pas ça encore une fois pour taper sur Sciences Po, vous l'avez compris. Mais l'idée c'est quand même que cette fameuse ouverture d'un marché multi-international et tout ce que vous voudrez, dès le départ, l'université elle est mal barrée. Et l'effet d'accentuation de tout ce que j'ai décrit là, l'existence des grandes écoles et l'existence d'écoles privées comme Sciences Po, comme HEC et autres, a accentué. C'est-à-dire que eux ont... Sciences Po, c'est presque un cas paradigmatique. C'est-à-dire vous aviez Descoings qui est devenu une sorte de... À lui-même, c'était l'économie du savoir de l'OCDE incarnée. Le patron. Je passe sur le fait qu'il a très vite compris que la personnalisation du salaire au mérite, ça s'appliquait à lui. Enfin, voilà. Quelqu'un qui, dans le monde du savoir en France, pouvait se donner un salaire de, je sais plus, 537 000 euros par an, ça pose, ne serait-ce que ça pose un tout petit problème. Pensez au moindre précaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Sciences Po est consommateur de précaires dans des proportions. D'ailleurs, c'est un manuel d'autodéfense presque, ça part un peu... Quand vous entendez maître de conférence à Sciences Po, c'est un précaire. C'est-à-dire que Sciences Po a eu le droit d'appeler maître de conférence, ce qui n'en est absolument pas. C'est-à-dire, ils ont eu le droit par un tour de passe-passe, comme il n'y a pas de master à Sciences Po, il y a des masters. Mais maître de conférence à Sciences Po, ça veut dire un vacataire qui soit est en train de faire sa thèse, soit... alors ils sont un peu regardants, ils évitent de prendre des gens qui sont vraiment à la rue et tout ça, parce que ça la fout mal après quand on passe à la radio. Non mais c'est vrai. Mais maître de conférence à Sciences Po, pensez, c'est les précaires dont je vous parlais tout à l'heure, c'est absolument pas des statutaires à Sciences Po. Les statutaires à Sciences Po, c'est les grands profs qui viennent soit des universités publiques, soit des universités privées, américaines ou autres, ou machin. Bon. Mais le gros volant des enseignants à Sciences Po, ceux d'ailleurs qui ont pris dans la tête alors maintenant on fera les cours en anglais. Oui, mais pas monsieur le professeur machin qui a la chair truc-muche. Non, lui, parfois d'ailleurs parle pas anglais, c'est arrivé. Donc c'est les petits précaires qui vont préparer le cours en anglais. Quand je vous disais 7 heures de préparation pour 1 heure, imaginez qu'il faut le faire en anglais. Moi, mon anglais est pas terrible, il me faut, mais c'est un temps infernal. Donc il vaut mieux dire non, mais dans ce cas, on disparaît. Bon, je reprends. Mais donc si on prend le modèle de l'OCDE, de la Banque mondiale, qui est faire de la compétition, la concurrence libre et parfaite des choses universitaires sur un marché mondial, elle n'existe absolument pas. L'université est blindée dès le départ. Dès le départ. Et donc, ça crée des inégalités, ça crée des duretés dans le nombre de témoignages qu'il y a autour de tous ces gamins qui veulent rentrer à Sciences Po ou dans les grandes écoles et qui n'y rentrent pas et qui finissent à l'université. Finissent, c'est pas un jugement moral, je suis ravi qu'ils finissent à l'université, mais pour eux et pour leurs parents, c'est abominable. Or, les titres universitaires valent beaucoup moins, ou il faudrait presque le prendre dans l'autre sens. Un titre d'une grande école ou d'une grande école privée ou d'une grande école publique vaut ce que ne valent pas les titres universitaires. Je pense qu'à minima, dans un pays qui veut parler d'inégalité et d'égalité, c'est un problème monstrueux, sans même parler de ce dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'hallucine d'avoir vu des établissements capitalisés sur « Ah, on ouvre une 3e voie et ça y est, on va prendre des jeunes des banlieues, machin. » Mais c'est ce que fait l'université depuis 30 ans, justement en disant « Les portes sont ouvertes. » Ou alors on estime que l'université n'est pas un vrai lieu d'apprentissage de dispensation de l'enseignement supérieur. Mais dans ce cas, je ne crois pas qu'on puisse continuer à fonctionner longtemps comme ça. Et pourtant, c'est bien ce qu'on fait. On accueille tout le monde. Donc, c'est là qu'il faudrait peut-être regarder l'idéal pédagogique et pas ailleurs. Enfin, je ferme la parenthèse sur une chose que j'avais oubliée, mais qui est importante. Ouais.